pas un État de Palestine, ils étaient tous palestiniens, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans. Et ils vivaient plutôt bien ensemble. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de persécution des juifs dans les pays arabes jusqu'à la création de l'État d'Israël. Quand il y avait des persécutions des juifs en Europe, ils n'ont jamais été persécutés dans le monde arabe. Hein. Ça montre qu'ils ont... Grâce aux Ottomans. Alors, comment? Grâce aux Ottomans qui étaient beaucoup plus... Non, mais les Ottomans n'étaient plus là. Je vous parle depuis le départ des Ottomans, même souvent dès le début, quand il y a eu la déclaration Balfour, et qu'il y a eu la volonté de faire un État juif en Palestine. Les Palestiniens qui n'étaient pas juifs, ils ont vu arriver des gens d'un petit peu partout, qui ont commencé à s'approprier les terres. Bon, les terres, comme avant c'était la grande Syrie, les propriétaires étaient aussi bien au Liban ou en Syrie, tout le monde circulait dans la région, donc il n'y avait pas de problème. Alors d'abord c'était des terres qui n'appartenaient pas directement aux Palestiniens, mais ils travaillaient sur ces terres, et quand ils ont vu dans les années 30 qu'on commençait à... les Juifs qui arrivaient commençaient à s'approprier les terres, à s'armer et à refuser, à vouloir un travail juif et à prendre le pays, il y a commencé à avoir une résistance. Avec les Britanniques, bien sûr. Les Britanniques étaient là, donc c'était les Britanniques qui commandaient. C'était les premiers kibbutz, c'est ça. En 1936, il y a eu une grande grève menée par les Palestiniens non juifs, chrétiens et musulmans, puisque les juifs n'étaient pas concernés, puisque pour eux, ça allait se passer, il y avait cette volonté. Ils n'étaient pas au départ pour un État pour les juifs, eux qui étaient là-bas, c'est ceux qui venaient de l'extérieur. Donc il y a eu une grève, une grande grève en 1936, ils n'avaient pas d'armes, hein, les Palestiniens, ils n'allaient pas faire la guerre, donc ils ont fait une grève qui a été très suivie. La Palestine était un pays... où il y avait déjà un pays riche, hein, où il y avait beaucoup d'agriculture. Hein. Les oranges de Jaffa, c'est pas Israël qui les a créées, hein, elles existaient bien avant. Et les Palestiniens étaient instruits, donc on fait confiance aux Britanniques qui promettaient aux deux qu'ils étaient pour les deux, aux Juifs qu'ils auraient un État, puis aux Arabes qu'ils auraient un État aussi. Et les choses se sont accélérées dans les années 40, avec ce qui s'est passé en Europe, et qu'il y a eu à ce moment-là plus de Juifs qui sont arrivés là-bas. Et ce sentiment de culpabilité des Britanniques et de l'Europe tout entière, de ce qui se passait pour les Juifs en Europe. Les Palestiniens, ils y étaient pour rien. Et finalement, c'est chez eux que ça s'est déplacé. Il n'y était pour rien, mais le grand moufti était quand même du côté d'Hitler. Ça, c'est quelque chose qui a été... on peut dire dans l'histoire... La seule chose qu'on pourrait dire... mais il faut être honnête. Est-ce que je peux compléter peut-être ton point de vue, parce qu'on est en train de parler effectivement de la déclaration Balfour. Il y a juste 100 ans, puisqu'on est dans une période anniversaire, c'est là que tout a commencé. Alors je ne sais pas si vous avez vu un film qui est super, c'est Laurence d'Arabie. Et Laurence d'Arabie explique bien, même si ça saute pas aux yeux, parce que la première fois que je l'ai vu, ça ne m'avait pas sauté aux yeux ce qui s'est passé. C'est la guerre, la première guerre mondiale. Les Ottomans occupent toute la région. Les Anglais font une alliance avec les Arabes pour chasser les Ottomans. D'accord ? Et ils leur promettent en échange un État arabe, qui aurait représenté donc la Syrie, le Liban, la Palestine et l'Arabie saoudite. Donc un État arabe. Ce qui s'est passé, c'est que ça fait à peu près 100 ans, il y a 10 jours, il y a eu ce qu'on a appelé les fameux accords Sykes-Picot, qui ont décidé, en fin de compte, qu'il y aura un autre partage du Moyen-Orient. Une partie serait occupée par les Français, donc la Syrie et le Liban, et la Palestine, la Transjordanie et l'Irak seraient occupés par les Anglais. En même temps, en 1917, la déclaration Balfour a effectivement autorisé l'établissement d'un foyer juif en Palestine. Mais de quel droit? Parce que l'argument des sionistes à l'époque, du mouvement sioniste, c'était un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Mais les Palestiniens, ils étaient là. Ils étaient là depuis des milliers d'années. Depuis 2000, 3000 ans. La résolution des Nations Unies, alors de 1947, les Israéliens se retranchent derrière la résolution les dirigeants israéliens. Il faut bien comprendre ce que je veux dire, hein, parce qu'effectivement, on le voit dans le film, il y a beaucoup d'Israéliens qui sont pour la vie en paix.
La résolution des Nations Unies en 1947, elle décide effectivement la création d'un État juif en Palestine, mais sans que les Palestiniens ne soient consultés. Voilà. On imagine que, au nom d'un vieux droit, les Italiens reviennent en France et disant « À l'époque des Romains, on vous occupait ». Et puis, la France devient italienne. Qu'est-ce qu'on dirait? On n'a pas demandé l'avis des Palestiniens. 1967, la guerre des 6 jours. Il y a une résolution des Nations Unies qui demande le retrait des territoires occupés. Résolution des Nations Unies, les Israéliens ne l'ont jamais respectée. Ils se retranchent derrière les traductions en français, l'anglais, toujours derrière des arguties. Mais enfin, bon, moi j'ai eu, quand tu m'as montré donc, le charcutage des territoires palestiniens, je trouve que ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, on pourrait le résumer par un vieux dicton français, c'est « prête-moi ta montre, je te donnerai l'heure ». Et alors, ça, il faut être vraiment, il faut vraiment rapporter. Savoir, c'est très important de ce que tu as dit après la Première Guerre mondiale, c'est peut-être aussi le résultat des Occidentaux qui sont grandement responsables. Bien sûr, c'est sûr. Mais on a de pas. Les grands problèmes qui sont actuellement, parce que les Anglais, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Ils cherchaient à contrôler le pétrole parce qu'ils avaient compris que dans tous ces pays-là, il y avait une ressource qui allait permettre de développer l'économie. On a trompé complètement les Arabes, oui, tout à fait. Parce que Laurence d'Arabie, il était là-bas pour semer la discorde avec les Ottomans. Il fallait faire payer aux Ottomans le fait qu'ils s'étaient alliés à l'Allemagne, etc. Donc ça, c'est de la géopolitique. Et ça s'est passé dans ces années 40. Les Palestiniens se sont armés avec des fusils, ce qu'ils avaient pour aller à la chasse. Et dans le même temps, il y avait une organisation militaire juive, qui était à ce moment-là pas l'armée israélienne. Il y avait les milices juives de l'Irgun et d'autres avec Palmar, qui, elles, se sont implantées, ont reçu un soutien de l'extérieur et ont commencé à chasser les Palestiniens, non seulement de leur terre, mais après de leur village. Il faut se dire que la création de l'État d'Israël et la guerre qui a suivi, il y a eu 450 villages palestiniens détruits. Pour ceux qui sont allés en Palestine, vous voyez encore de temps en temps des ruines et des figuiers de barbarie qui dépassent, où les kibboutz se sont installés sur des anciens villages palestiniens. Il y a 450 villages détruits. Et comment s'est organisé le départ des Palestiniens? Ils ne sont pas partis, ils n'ont pas dit on s'en va. Hein. Ils ont été emmenés, des villes comme Jaffa, Tel Aviv, Haïfa, ont été évacuées avec la force et avec les massacres pour que les gens s'en aillent. Alors là, dans ces années-là, 47, 48, les milices, il n'y avait pas d'armée israélienne à cette époque-là, les Anglais, ils ont vu venir, hein. Il y a un film qui est super, qui est passé à la télévision, mais il est très très long, qui s'appelle Promesse, hein, je crois, qui a été fait, il est vraiment extraordinaire si on veut comprendre, vous pouvez l'acheter en DVD, il a été fait par un Anglais, et c'est la vie d'un Anglais qui est là-bas et qui voit ce qui va se passer. Et il sait qu'ils vont laisser les Palestiniens qui vont se faire massacrer. Il y a eu des massacres des villages. Youssef, il demandait tout à l'heure aux personnes qui ont été en Palestine, est-ce que vous êtes allé à Ain-Karem? Parce que c'est son village, il est né à Ain-Karem. Et on peut encore le voir, le village n'a pas été détruit, parce qu'il y avait beaucoup de communautés religieuses, c'est le lieu de la visitation, donc il y a des communautés religieuses. Comment les parents sont partis, sa maman me l'a assez raconté, ils sont partis par la montagne à Bethléem, parce qu'il y avait à côté à Deir Yassin un massacre commis par l'Irgun, et on le voit dans ce film de l'anglais, qui a tué tout le monde. Et après, il disait dans les villages, si vous partez pas, on va tuer tout le monde. Voilà, comme on a fait à Deir Yassin. Alors, il ne faut pas croire que ça s'est passé dans la douceur, l'arrivée des Israéliens, c'est des conquérants, c'est des occupants. Ils ont pris un pays qui était occupé, et la responsabilité de la communauté internationale est grande, parce qu'il y a eu des accords, il y a eu des magouilles, il y a eu tout ce qu'on veut. Le pays a été partagé, comme vous disiez, sans demander l'avis des gens. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon, et les Palestiniens ont été beaucoup trop... Il n'y avait pas d'armée palestinienne, il n'y avait pas vraiment d'armée arabe, parce que quand on dit qu'il y a eu une guerre israélo-arabe à ce moment-là, tous les pays étaient sous mandat ou britannique ou français, donc il n'y avait pas d'armée. Donc il y a eu surtout un travail d'épuration pendant
de 47 à 48 pour arriver à nettoyer au maximum. Et sur 800 000 Palestiniens, à l'époque non juifs, donc qui vivaient en Palestine, il en est resté 100 000. Et 700 000 Palestiniens qui ont été chassés, ils se sont retrouvés dans les camps de réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Égypte pour ceux de Gaza. Alors ça, c'est comme ça que ça a démarré. Maintenant, dire que la guerre de 67, ils ont été envahis, Israël, je ne crois pas qu'Israël a été envahi en 67. En 67, c'est Israël qui a occupé le reste de la Palestine, et le Sinaï égyptien, et le Golan syrien. Hein, c'est ça la guerre. Et le grand drame pour les Israéliens pacifistes ou raisonnables, ils disent c'est ça notre drame, c'est 67, on n'a pas voulu reconnaître ce qu'on avait fait avant, mais le pire ça a été l'occupation, parce que là en 67, ils ont carrément occupé un autre peuple. Ils avaient chassé les Palestiniens, ils les retrouvent dans les territoires, parce que par exemple en Cisjordanie, il y avait plein de réfugiés de la première partie de la Palestine, à Gaza aussi. Gaza s'est peuplé majoritairement de réfugiés de toute la côte, qui sont partis il y a 70 ans. Et c'est maintenant la 3e ou la 4e génération. Donc ils ont occupé. Et il y avait un philosophe israélien, Leibovitch, qui le disait, à partir du moment où on va occuper un peuple, on va perdre notre âme et on va perdre. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de vraiment, ils le disent eux-mêmes, ils ont pas, il y a un officier de l'armée israélienne, c'est le chef de l'armée israélienne qui a dit on va vers le fascisme. Et on a perdu notre âme. Parce qu'il n'y a plus rien qui vous arrête. Quand vous êtes fort... C'est pas par humanité. Parce qu'elle a tué plein de Palestiniens, même celui qui a tué Abu Jihad de Tunisie. C'est parce que les dernières, si vous avez vu les dernières 2 ou 3 mois, il y a le mois dernier, il y a un Palestinien qui était achevé, qui était blessé par un soldat israélien d'ailleurs, c'est un franco-israélien. Et le chef de l'armée, il a dit, ça c'est des méthodes nazistes, ça nuit au moral de l'armée. Alors Netanyahou, comme il s'en fiche, lui, il voulait rester en politique, il a fait des alliances avec toutes les partis de l'extrême droite. D'ailleurs, quand vous regardez la Knesset maintenant, une photo maintenant, avec la majorité des membres de la Knesset avec des kippas, hein, ça c'est très dangereux pour l'État d'Israël. Et moi, en tant que Palestinien, ça m'arrange. Même ça va tomber sur ma tête. Mais c'est la perte d'Israël par elle-même. Nous, les Palestiniens et les Arabes, on ne peut pas liquider l'État d'Israël. On a rêvé de ça, on a parlé, comme vous avez dit, et la propagande israélienne en a profité. Mais maintenant, il y a 2 pays arabes qui ont signé l'accord de paix avec Israël. Israël disait depuis 1948, si il faut reconnaître l'État d'Israël et faire la paix, on se retire, on fait la paix. La Jordanie et l'Égypte l'ont fait. Ils ont continué à coloniser la Palestine. Les Palestiniens, ils l'ont fait. Ils ont reconnu Israël. Israël n'a pas reconnu les Palestiniens jusqu'à maintenant. Il a reconnu l'OLP. Et maintenant, il y a une dizaine de pays arabes, l'Arabie Saoudite et le Golfe et les autres, qui ont des relations secrètes avec Israël. Et malgré tout cela, maintenant, qu'est-ce qu'elle demande à Israël? Il faut le reconnaître comme un État pour les Juifs. Et tu vas le reconnaître, après il faut demander autre chose. Parce qu'Israël, ça ne les intéresse pas qu'il y aura une tranquillité dans la région. Parce que s'il y a une tranquillité, c'est un État qui est basé sur le militarisme, tout le monde fait son service militaire, toutes les industries, toutes les routes, l'infrastructure, tout fait comme Sparte, que vous connaissez dans l'histoire. Donc s'il y a de la paix, ça ne fonctionne plus la société israélienne. Je reviens juste pour dire quelque chose, Israël il est basé sur 2 choses. Au début du siècle, c'était les barons Rothschild. C'est l'argent et la force de l'armée britannique qui a aidé Israël à s'implanter comme une colonie en Palestine. Et maintenant, il y a l'argent des Juifs américains et des États-Unis. C'est toujours les 2 matières qui participent à la création, aux défenses de l'État d'Israël. C'est l'argent et la force. Maintenant, ce n'est pas juste la force des États-Unis. C'est la force d'Israël maintenant, ce n'est pas un État pauvre et petit comme vous avez dit. Israël, c'est le 4e ou le 5e armée du monde.
Oui, il faut le vivre. C'est le 16e pays du J'ai monde. jamais dit que c'était un État pauvre. Non, vous disiez. Non, vous avez dit un petit peuple. Pareil. Juste, je termine avec un exemple. Imaginez que vous. Non, c'est un État riche. Imaginez que vous êtes Je connais Israël. Hein. Oui, mais Imaginez que vous êtes assis chez vous et un jour quelqu'un vient et dit au nom de la Bible, monsieur, évacuez votre maison, c'est à moi. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Évidemment. Non, je voulais revenir là-dessus justement, parce que l'argument de dire ce sont les Palestiniens qui ont refusé la paix en 1948. Ça, Les Arabes. Non, mais ça fait partie de la propagande israélienne. Et naturellement, c'est facile de dire ça. Quand vous avez une maison et qu'on va vous prendre les 2 tiers de la maison, je pense que vous réagissez. Et ceux qui arrivent et qui n'ont rien, et à qui on donne plus de la moitié de la maison, sont naturellement d'accord dans un premier temps. Ils avaient bien laissé entendre que ce n'était qu'un premier temps. Et dire que les Arabes auraient refusé la paix ou ne reconnaîtraient pas Israël, comme le disait Youssef, l'OLP a reconnu Israël, alors qu'Israël n'a reconnu que l'OLP. Ce sont les Palestiniens n'ont jamais été C'est sûr que reconnus pendant en tant longtemps, les qu'État. Palestiniens n'ont pas reconnu l'État Ça d'Israël. fait 30 ans quand même que l'OLP a reconnu. Ouais, C'est oui. en 88. Hein. Oui, ça fait 30 ans. Oui, Oui, ça fait Et il y 30 a eu ans. plusieurs fois des initiatives de la Ligue arabe, les 22 pays de la Ligue arabe, qui proposaient une paix globale à Israël, une paix globale. Et l'ensemble, enfin les Palestiniens, l'autorité palestinienne était naturellement d'accord avec cette proposition qui se basait sur les frontières de 67, 78 pour Israël, 22% pour les Palestiniens. Toute la Ligue arabe d'accord, les Palestiniens d'accord, alors on a trouvé l'argument de dire mais le Hamas ne reconnaît pas Israël. C'était le Hamas qu'on avait laissé naturellement s'implanter, en particulier à Gaza, avec l'appui d'Israël. Israël était bien content de voir une force d'opposition à l'autorité, à l'autorité palestinienne se mettre en place pour pouvoir dire sont eux qui empêchent la paix. Eh bien le Hamas, aux élections, lorsqu'il s'est préparé pour les élections de 2006, il a remporté, avec l'Europe qui était venue superviser d'ailleurs les élections. Il y avait même Brocard qui était là-bas, a dit tout s'est bien passé, c'était formidable. Le Hamas avait accepté de dire, avant de se présenter, d'ailleurs les pays européens avaient accepté que le Hamas se présente aux élections. Ils ne devaient pas penser qu'ils pouvaient les gagner. Mais le Hamas avait dit, si jamais les Palestiniens décident dans leur majorité d'accepter cet accord de partage, moi, Hamas, j'accepterai le vote des Palestiniens. Ça, on n'en parle pas. Il n'a pas dit j'accepte de reconnaître Israël. De toute façon, comment accepter un pays qui n'a pas défini ses frontières? Israël n'a pas de frontières, puisqu'il continue à grappiller sur les frontières de 67, qui sont les frontières reconnues internationalement. Donc, un pays qui continue à vous prendre des territoires et qui continue surtout la colonisation, parce que la colonisation n'a jamais arrêté. Pendant Oslo, après Oslo, et maintenant, et tout le temps. Donc on arrive naturellement à faire le grand Israël. C'est ça le but presque avoué de beaucoup de dirigeants maintenant. Donc voilà, c'est ça la réalité des choses, et je pense que du côté arabe, on est suffisamment pragmatique pour ne pas admirer et aimer un régime aussi totalitaire et qui les occupe depuis si longtemps, mais pour se dire le partage serait la solution qui nous permettrait... Les accords d'Oslo, c'était les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo qui ont donné lieu à plein de manifestations sur la clause de la Maison Blanche, etc. Les Palestiniens, ils sont allés... Bon, c'est vrai qu'il n'y avait plus beaucoup d'autres solutions. Hein, ils ont essayé la lutte armée, ils se sont organisés dans les pays limitrophes pour essayer de la lutte armée. Ça, avec la force d'Israël, ça ne donnait rien. Donc, les Palestiniens ont vraiment signé les accords d'Oslo comme étant... ils ont connu Israël, ils ont accepté de faire un État sur 22% de la Palestine qui était leur pays, et Israël 78%. Et après, on a vu comment les choses se sont passées. Israël n'avait pas le même objectif. Ce qu'il voulait, c'était de se débarrasser de la population palestinienne. L'occupation, ça ne pouvait plus tenir. Donc, on a fait ce partage
en zone A, en zone B, en zone C, avec une complication. Et il a fallu, nous on était là-bas, on croyait après les accords d'Oslo, tout le monde est sorti avec des branches d'olivier dans la rue, on a cru qu'on allait pouvoir, que les Israéliens vont partir, et puis finalement... On a des plans des oliviers israéliens, ouais. les soldats ils sont revenus en 2012, ils ont récupéré ces Jordaniens. Oui, et puis là jusqu'au maintenant, ils vont tous les soirs devant la maison de la il place. faut reprendre aux accords d'Oslo pour comprendre pourquoi on en est arrivé là. Les Israéliens, ils imaginaient Gaza. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment des accords d'Oslo, il y avait l'histoire ils voulaient sortir de Gaza, parce que Gaza, il y avait déjà 700 000 habitants, c'était plus gérable. Alors, ils voulaient sortir de Gaza. Arafat a négocié pour avoir Jéricho. Alors, vous voyez, vous avez sur une carte, alors au départ, c'était Gaza qui est ici tout seul, et Jéricho qui était là. Jéricho, il n'y a presque pas d'habitants, mais c'était pour avoir un pied en Cisjordanie. Donc, les accords d'Oslo, c'était Gaza, Jéricho. Donc, avec l'idée de faire après un passage entre Gaza et Jéricho. Et puis, on a dit, les Israéliens vont sortir. 94, les Israéliens étaient toujours là, après les accords d'Oslo, rien n'avait changé. Ce qui a changé complètement la donne, parce qu'on peut dire que au moment des accords d'Oslo, majoritairement les Israéliens et les Palestiniens étaient d'accord, ils en avaient marre, d'un côté comme de l'autre, de cette situation. Et majoritairement les Israéliens étaient pour la paix, à part les colons bien sûr, parce que c'était eux qui étaient là. Et majoritairement les Palestiniens, à part une fraction, donc on a parlé du Hamas. Et c'était vraiment une minorité au moment des accords d'Oslo. Et ce qui s'est passé, qui a été dans l'année 94 ou 95, les Israéliens occupaient toujours la Cisjordanie, ils étaient toujours là, ils n'étaient encore pas sortis des villes. Il y a eu un colon à Hébron, une ville majoritairement palestinienne avec quelques centaines de colons à l'intérieur, donc un colon d'Hébron, qui a fait un massacre dans la mosquée d'Hébron. C'est la mosquée des patriarches, parce qu'on dit que c'est la tombe d'Abraham, de Sarah, donc un lieu saint pour les trois religions. Donc tout le temps que les Palestiniens étaient seuls à être là, c'était redevenu une mosquée. Ça a été une église. Après, ils ont partagé entre moitié mosquée, moitié synagogue. Donc les Palestiniens, c'était pendant le Ramadan, étaient en prière un vendredi. Il y a un colon qui est rentré, qui a tué une trentaine de Palestiniens en prière dans la mosquée. Et le même jour, dans les révoltes qui ont suivi dans la rue palestinienne, nous on les a vécues, on était là-bas, l'armée israélienne a encore tué 30 Palestiniens, il y avait des centaines de blessés, et on a été sous couvre-feu, parce que les méthodes sous l'occupation israélienne, c'est le couvre-feu dès que ça va plus. C'est pas le couvre-feu la nuit, c'était le couvre-feu toute la journée. Donc on ne peut plus bouger le jour. Pour les Palestiniens. Pour les Palestiniens. Et les colons sont toujours libres. Les colons, ils pouvaient sortir comme ils voulaient. Et à ce moment-là, on peut dire que les Israéliens étaient majoritairement favorables à ce que le gouvernement fasse sortir les colons d'Hébron. Ils étaient horrifiés, les Israéliens. Ils avaient déjà été horrifiés par les massacres de Sabra et Shatila pendant la guerre. Il faut savoir tout ce qu'il y a eu comme massacre de Palestiniens. Et une majorité d'Israéliens ont manifesté contre les massacres de Sabra et Shatila, avec chaque fois les responsables, Sharon, etc. Le Premier ministre était Rabin. On a vu au gouvernement. Il pouvait, lui, évacuer, mais il Rabin ne l'a pas fait. Et Rabin ne l'a pas fait parce qu'il avait peur des colons. Et comme il y a eu ce massacre, eh ben, il y a eu après des attentats contre les civils. Ça commence les attentats sociaux. Parce que le Hamas a dit, ils nous ont tués dans la mosquée, nous on a le droit de tuer des civils. Et c'est ce que voulait l'assassin dans la mosquée. Et après on a eu le même scénario quand Rabin a été tué par un extrémiste. C'est pas un Palestinien qui a tué Rabin. Hein, c'est un extrémiste. Et si vous avez eu l'occasion de voir un documentaire absolument remarquable sur cette montée du nationalisme religieux, c'est le documentaire de Charles Anderlin qui s'appelle Au nom du temps. Il est passé... Charles Anderlin était donc un reporter de France 2 pendant 30 ans là-bas. Et il est passé une fois sur la 2. Charles Anderlin m'a dit qu'ils ont mis 1 an et demi pour le passer un soir à 10h du soir. Il est passé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne parlementaire. Mais c'est un truc dont personne ne parle. Nous, on l'a passé à Metz pour donner une information. Parce qu'on peut se procurer le DVD, c'est très facile.
vous procurez le DVD et vous voyez la montée de ce mouvement qui, depuis le début, ne veut pas la paix. Le mouvement des colons, nationalistes, religieux, etc. Et qui ont tué Rabin et qui savaient qu'à ce moment-là, on n'aurait plus jamais la paix. Nous, le jour de l'assassinat de Rabin, on a dit c'est fini. Et maintenant, c'est le colo qui a le pouvoir. Et maintenant, c'est l'armée aussi. C'est ça que certains Israéliens ils sont inquiets. Et c'était normal. Dans l'évolution des choses, quand tu laisses l'extrémisme, quand tu occupes un autre peuple et tu tues sans rendre compte à personne, tout ça, ça va revenir à ta propre société. Tout le monde a vécu ça, mais l'homme, il n'a jamais appris ça. Bon, on va peut-être voir s'il y a d'autres questions. Mais juste pour dire, sur une question, juste un chiffre. Au début avant la signature de l'accord d'Oslo, il y avait 200 000 colons cisjordaniens. Depuis la signature de l'accord d'Oslo, il y en a 500 000 sont devenus. Ça montre que les Israéliens, c'est pour ça qu'ils négocient depuis 23 ans avec les Palestiniens. Ils veulent toujours négocier, mais les Palestiniens, il n'y a pas de résultat, avec quoi on discute. Non, il faut discuter. Ils ont écarté l'initiative de Valls et Hollande, qui ont une relation presque intime avec les fachos Netanyahu. Et tout cela parce que Netanyahu ne veut aucune intervention étrangère. Il voulait négocier avec les Palestiniens, c'est comme le loup avec l'agneau. Mais là, tu viens de parler de Valls et de Hollande, parce que là, on a parlé beaucoup des Israéliens face aux Palestiniens, et personne n'a parlé encore de la responsabilité de l'Europe et de la France. Je crois qu'on a ce deuxième aspect du débat que l'on doit aborder. Si quelqu'un veut poser une question là-dessus. C'était le sens de cette lettre au président. Oui, moi je voulais poser la question là-dessus. Bon, sur le fait que la France aujourd'hui, mais pas que la France, ont des relations privilégiées au niveau diplomatique, à la fois avec la droite nationaliste et israélienne et canadienne. On voit les relations. C'est un secret pour personne que Valls est un grand ami de la droite israélienne, mais d'autre part avec les pays du Golfe. Et tout à l'heure, il a été souligné le fait qu'il y avait des relations secrètes qui s'installaient entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, Israël. Il y a un an, j'étais en Algérie, en Kabylie, parce que j'étais de personne de ce côté-là, et j'étais interpellé par des amis là-bas qui me disaient « Mais qu'est-ce que vous foutez avec le Qatar? Qu'est-ce que vous foutez avec l'Arabie Saoudite? Ils sont en train de transformer complètement notre pays. Il y a 20 ans, les gens étaient relativement libres, les femmes n'étaient pas voilées. Aujourd'hui, à Sétif, j'y étais, il n'y a plus une femme qui n'est pas voilée. La Kabylie était reconnue pour son caractère laïque, etc. Et ça, c'est le résultat du financement par les pays du Golfe, d'écoles religieuses, des mouvements religieux extrémistes dans ces pays-là. Et le rôle de la France, qui aujourd'hui a des relations diplomatiques excellentes avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, leur vend des armes. Et alors voilà, alors quand on pense... La Légion d'honneur pour la Légion d'honneur, voilà, à part ça on donne le sang des droits de l'homme à des pays, bon, j'en pense pas moins. Alors, bon, par rapport à ça, la question, parce que la question qu'il faut vraiment savoir, c'est quel avenir on peut imaginer pour le peuple palestinien. Parce que bon, est-ce qu'aujourd'hui on estime encore possible la coexistence de deux États avec la politique de colonisation? Ça va devenir impossible si... Bon, voilà. Donc c'est par rapport à cette politique et le rôle de la France, et bon, parce que notre rôle aussi, c'est d'interpeller nous. La seule façon qu'on peut avoir d'aider la Palestine, c'est de faire bouger les lignes chez nous. C'est ça notre grand souci, comme association de soutien, c'est justement déjà d'informer, parce qu'on voit bien comment on a des idées toutes faites sur ce qui se passe. Il y a beaucoup de conflits, on ne peut pas s'intéresser à tout, mais c'est quand même quelque chose qui est central. Tout ce qui se passe maintenant dans le reste du monde arabe, c'est venu de là, et justement du développement de la puissance de l'Arabie Saoudite et du Qatar qu'on a qu'on a pris comme allié. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il y a encore moyen de faire un État, deux États, quand vous êtes là-bas, vous dites non. C'est pas possible, c'est pas possible. Il n'y a plus de moyen de faire un État.
quand vous voyez les petites zones, on a des villes qui sont à peu près autonomes, mais où l'armée israélienne peut quand même toujours venir, même dans les villes. Bon, ils ont réoccupé en 2002, mais maintenant ils sont ressortis des villes, mais ils peuvent venir, et on n'a pas du tout de continuité territoriale, on n'a pas la maîtrise de l'eau, on n'a pas la maîtrise des